On va démarrer aujourd'hui le chapitre 4 qui nous occupera jusqu'à la fin du semestre et qui s'inscrit en prolongement, en droite ligne, après tout ce qu'on a fait au chapitre précédent. Par exemple, dans le chapitre ANOVA, quand on regardait si un facteur X avait une influence sur Y, ou expression synonyme, est-ce que Y était fonction de X, on ne regardait pas en détail cette fonction, quelle expression elle prenait. Donc la nouveauté ici au chapitre 4, on va essayer d'exprimer explicitement cette fonction et on va rester assez modeste. Les fonctions qu'on va rechercher, ça va être les fonctions les plus simples, les premières fonctions avec lesquelles vous ayez fait connaissance au collège, c'est-à-dire les fonctions affines linéaires, des fonctions du style a plus bx, avec a et b des constantes. Alors dans ce chapitre 4, il y a 2 exercices, 2 exemples d'illustrations qui vont nous suivre tout au long du chapitre pour exercer les différents tests qu'on rencontrera. Alors le premier exemple, il porte sur un échantillon de 11 personnes et on étudie le taux de cholestérol en fonction de l'âge. Vous avez toutes les valeurs numériques au début du chapitre 4 dans votre polycope. Donc vous voyez ici dans une première colonne les valeurs prises sur cet échantillon par le facteur X, l'âge, et dans une deuxième colonne les valeurs prises par le caractère Y, la réponse Y, le taux de cholestérol. Donc c'est X qui joue le rôle de facteur, c'est X qui influence Y et pas l'inverse. On voit que ces deux caractères X et Y ne jouent pas le même rôle, mais du point de vue probabiliste, ils sont tous les deux de la même nature. Vous voyez que tous les deux, ils peuvent prendre une multitude de valeurs très variées et on ne connaît pas ces valeurs-là au départ, avant d'avoir fait des mesures sur chaque individu. Donc on peut vraiment, le hasard joue au niveau des valeurs qui vont s'afficher pour X et Y, donc on peut dire que X et Y, toutes les deux sont des vraies variables aléatoires. Par contre, ça ne sera pas le cas dans le deuxième exemple qui nous servira à illustrer ce cours. Ce deuxième exemple, il porte sur un échantillon de 12 rats qui ont reçu une injection et quelques temps plus tard, on mesure le taux d'une certaine hormone. Donc là, le facteur X, c'est le laps de temps écoulé entre l'injection et la mesure du taux d'hormone. Et la réponse Y, c'est justement ce taux d'hormone. Alors au niveau du taux d'hormone, là pareil, on constate qu'il y a une multitude de valeurs possibles, on ne sait pas lesquelles à l'avance, vraiment le hasard joue au niveau de Y, et donc Y est bien une vraie variable aléatoire. Par contre, au niveau de X, vous voyez tout de suite qu'il y a très peu de valeurs possibles, seulement 2 minutes, 4 minutes, 8 minutes et 12 minutes. Voilà, il n'y a pas beaucoup de choix et en plus, il n'y a aucun hasard au niveau des valeurs prises par le facteur X. Quand vous prélevez un rat, vous savez déjà, à quel moment il a reçu son injection. Donc au niveau de X, il n'y a vraiment aucun hasard. X n'est pas une variable aléatoire, X est contrôlé par l'expérimentateur. Voilà, donc tout de suite, on voit cette différence fondamentale entre les deux exemples, l'exemple du taux de cholestérol et l'exemple des rats. Tout se joue au niveau du facteur X. Dans le premier exemple, pour l'étude du taux de cholestérol en fonction de l'âge, le facteur X est aléatoire, comme la réponse Y. Alors on désigne cette situation sous l'appellation de plan expérimental 1. Par contre, dans le deuxième exemple, l'exemple des rats, là, le facteur X n'est pas aléatoire, il est contrôlé. Les valeurs de X sont connues à l'avance. Donc là, on parle de plan expérimental 2. Alors c'est juste l'appellation plan expérimental qui est nouvelle. Effectivement, on n'avait jamais entendu cette expression avant, mais déjà dans le chapitre ANOVA, on était sans le dire en plan expérimental 2. Pensez à l'exemple des éponges dans le chapitre ANOVA. Le facteur X, la durée de stockage des éponges, elle était contrôlée, elle n'était pas aléatoire, tandis que Y, l'hydrophilie des éponges, elle était aléatoire. Donc déjà, dans tous les exercices du chapitre ANOVA, on était, sans le dire, déjà en plan expérimental 2. Bon, la différence, c'est que dans le chapitre ANOVA, les différents échantillons qu'on comparait, on avait l'habitude de les écrire verticalement en colonne. On avait une colonne pour chaque valeur du facteur X, tandis que ici, dans l'exemple des rats, les échantillons, ils sont présentés horizontalement. Mettons ici sur la première ligne, vous avez tous les individus pour qui le facteur X prend la valeur 2. Et puis sur la deuxième ligne, là, vous rassemblez tous les individus qui partagent la valeur 4 pour le facteur X. Et vous avez le troisième échantillon sur la troisième ligne, ça correspond à la valeur 8
pour le facteur X. Et pour terminer, donc la quatrième ligne, le quatrième échantillon, c'est-à-dire les individus correspondant à la valeur 12 pour le facteur X. Maintenant, cette matrice, si vous la transposez, c'est-à-dire si vous échangez les rôles des colonnes et des lignes, c'est-à-dire tout ce qui est horizontal, vous l'écrivez verticalement, et bien alors vous retrouverez les 4 échantillons à la verticale, juxtaposer exactement la configuration qu'on avait l'habitude de traiter dans les exercices du chapitre 2. Donc si vous voulez, cet exemple sur les rats, c'est un exercice ANOVA avec i égale 4. Qu'est-ce que c'est? I, c'est le nombre de valeurs différentes pour le facteur x. Donc ici, le facteur x, il prend 4 valeurs. Donc on a grand I égale 4. Et pour chaque valeur du facteur x, on a un échantillon. Et ici, c'est tous des échantillons de taille 3. Donc le deuxième paramètre qu'on avait partout au chapitre ANOVA, paramètre J, il est égal à 3. Et donc l'effectif total, I fois J, 12, là on retrouve l'effectif qui était annoncé au départ, la taille de l'échantillon dans l'exercice 2. En résumé, au chapitre 4, il faudra bien faire la distinction entre plan expérimental 1 et plan expérimental 2, parce qu'il y aura certains tests qui seront valables seulement en plan expérimental 1, d'autres tests qui seront valables seulement en plan expérimental 2, donc il ne faut pas commettre de confusion. Donc face à un énoncé d'exercice, la première chose à faire, c'est de repérer dans quelle situation vous vous trouvez. Est-ce qu'il s'agit d'un plan expérimental 1 ou 2? Alors ça, vous l'identifiez facilement en regardant le facteur. Donc le facteur, il est facile à repérer, c'est celui des 2 caractères qui influencent l'autre. Donc vous regardez ce facteur. S'il est aléatoire, alors vous êtes en plan expérimental 1. Et s'il est contrôlé, non aléatoire, là vous êtes en plan expérimental 2. Un petit peu de vocabulaire. Quand on est en plan expérimental 1, on parle de corrélation pour désigner les relations entre x et y, tandis qu'en plan expérimental 2, on parle plutôt de régression. Et puis aussi, il y aura plein de notions qui fonctionnent de la même façon en plan expérimental 1, en plan expérimental 2. Donc dans ces cas-là, on n'aura pas besoin de faire attention à la situation dans laquelle on se trouve. Mettons déjà rien que pour l'exemple des rats, vous pouvez aussi, si vous voulez, présenter les résultats sous forme d'un grand tableau avec 2 colonnes, une colonne pour les valeurs du facteur X et une colonne pour les valeurs de la réponse Y, exactement la présentation qu'on avait tout à l'heure en plan expérimental 1 pour l'exemple sur le taux de cholestérol. On peut toujours se ramener à cette situation-là, vous superposez vos échantillons comme on le faisait pour le calcul des résidus dans le chapitre ANOVA. Aussi bien en plan expérimental 1 qu'en plan expérimental 2, on arrive toujours à récapituler les résultats expérimentaux sous forme d'un tableau à 2 colonnes. Une colonne pour le facteur X, avec ici ses valeurs observées petit x1, petit x2, etc. jusqu'à petit xn. Vous retrouvez la convention des lettres minuscules qui sont réservées pour représenter les valeurs numériques. Et puis une deuxième colonne pour la réponse Y, avec ses valeurs observées, petit y1, petit y2, etc. jusqu'à petit yn, où n désigne l'effectif de votre échantillon. Donc vous avez n égale 11 dans l'exemple du taux de cholestérol et n égale 12 dans l'exemple des rats. Et ces résultats expérimentaux, on pourra graphiquement les visualiser à l'aide d'un nuage de points. Il y aura un point par individu, donc mettons pour l'individu numéro i, il sera représenté par le point de coordonnées xi et yi. On enregistre dans une feuille de travail Minitab l'âge dans une première colonne et le taux de cholestérol dans une deuxième colonne. On va pouvoir représenter ces données à l'aide d'un nuage de points. Donc chaque ligne du tableau donnera un point dans le nuage de points. Vous avez l'abscisse dans la première colonne et l'ordonnée dans la deuxième colonne. Alors pour ça, vous avez l'option graphique de Minitab, nuage de points. L'option simple est largement suffisante. Et ici, donc en Y, vous mettez le taux de cholestérol et en X, la première colonne avec l'âge. Et vous obtenez un nuage de points, bon assez dispersé, mais on voit quand même se dégager à peu près une direction de droite montante. Pour l'exemple des rats aussi, on va pouvoir représenter le nuage de points associé à cette expérience. Donc cette fois-ci, on a 12 lignes dans le tableau, 12 individus, donc il y aura 12 points cette fois-ci dans le nuage de points.
Et donc au niveau des abscisses, hein, vous voyez les répétitions, il y a très peu de valeurs possibles, très peu de choix pour le facteur x, tandis que pour y, là effectivement il y a une infinité de valeurs possibles. Mais cette rareté, cette pénurie des valeurs possibles pour x va avoir une répercussion sur le nuage de points. On va voir ça immédiatement. Donc cette fois-ci en Y, je mets la colonne avec le taux d'hormones et en X, je mets le facteur, le laps de temps écoulé entre l'injection et la mesure du taux d'hormones. Et là, vous obtenez donc un schéma caractéristique, hein, avec les sortes de colonnes, hein, plusieurs colonnes en parallèle, qui traduisent le fait qu'il y a à chaque fois plusieurs individus qui présentent la même valeur du facteur X, hein. Donc vous avez une colonne pour chaque valeur du facteur X. Sur ce nuage de points aussi, on voit se dégager une direction de droite et cette fois-ci, il s'agit d'une droite descendante. Si la réponse y était exactement égale à une fonction de la forme a plus bx, alors sur l'individu numéro i, par exemple, quand y prend la valeur petit y indice i, on devrait avoir cette valeur observée petit y indice i égale à a plus bxi, avec xi, la valeur prise sur cet individu par le facteur grand X. C'est-à-dire que le point de coordonnées x, y, i devrait être situé sur la droite d'équation y égale à a plus bx. Donc voilà pour l'individu numéro i. Et maintenant, en considérant globalement tous les individus, tous les points du nuage de points, ils devraient se retrouver tous situés sur cette même droite, c'est-à-dire que dans le nuage de points, on aurait une situation d'alignement parfait. Alors à l'intérieur d'un nuage de points, l'alignement il est mesuré à l'aide d'un objet qui s'appelle le coefficient de corrélation linéaire R de XY, qu'on va apprendre à calculer dans un instant. Et lorsqu'on a une situation d'alignement parfait, ce coefficient de corrélation linéaire est égal à plus 1 ou moins 1, selon que l'alignement se fait sur une droite montante ou une droite descendante. Donc ça se lit au niveau du coefficient B dans l'équation de la droite, hein, ce qu'on appelle la pente B. Donc si B est positif, vous avez une droite montante et ça correspond à un coefficient de corrélation linéaire égal à plus 1. Si vous avez la pente B négative, là vous avez une droite descendante et ça correspond à un coefficient de corrélation linéaire égal à moins 1. Alors bien sûr, dans la réalité, y n'est pas exactement égal à a plus bx, donc les points du nuage de points, ils ne sont pas situés pile poil sur cette droite, hein. Ils sont quand même un petit peu éparpillés, mais on l'a vu dans l'exemple, le nuage de points qu'on a dessiné pour l'exemple du taux de cholestérol ou l'exemple des rats, quand même les points se regroupaient au voisinage d'une droite. Donc là, le coefficient de corrélation linéaire, il ne sera pas exactement égal à plus 1 ou moins 1, il sera voisin de plus 1 ou voisin de moins 1. Ce qui correspond aux situations visualisées par ces schémas avec les nuages de points représentés en bleu. Le coefficient de corrélation linéaire R de x, y est toujours un nombre compris entre moins 1 et 1, et justement lorsqu'il est proche des extrémités, voisin de plus 1 ou voisin de moins 1, eh bien ça correspond à une situation d'alignement approximatif. Et dans ces cas-là, on dit qu'il y a une dépendance linéaire entre x et y. Par contre, lorsque le coefficient de corrélation linéaire se situe vers le centre de l'intervalle moins 1, c'est-à-dire il est voisin de 0, alors là, on a une absence de dépendance linéaire. On va maintenant apprendre à calculer le coefficient de corrélation linéaire R de xy. Pour ça, on aura besoin de calculer la moyenne et la variance dans la colonne des x et dans la colonne des y. Et on aura aussi besoin de rajouter une troisième colonne avec les produits xy. Hein, donc sur chaque ligne, on fait le produit entre les deux observations mesurées sur l'individu correspondant. Au niveau de chaque point dans le nuage de points, on fait le produit entre l'abscisse et l'ordonnée. Et on enregistre tous ces produits ici dans cette colonne. Alors ces produits, il faudra faire leur somme
Ça vous donne le symbole sigma ici qui apparaît au numérateur du coefficient de corrélation linéaire R de xy. On lui retranche moins n fois x bar y bar, les deux moyennes qu'on avait préparées au préalable. Et au dénominateur, il faudra diviser par l'écart type des x, l'écart type des y. Alors si vous choisissez de travailler avec les écarts types corrigés, ce que vous donne Minitab, il faudra multiplier par n-1 au dénominateur, mais vous avez une formule tout à fait équivalente pour le coefficient de corrélation linéaire, où au dénominateur, on peut travailler avec les écarts types naturels, mais alors il faut multiplier par n. Alors cette formule, évidemment, évoque le coefficient de corrélation linéaire qu'on avait au chapitre ANOVA pour le test de normalité, le test de Shapiro-Francia. Simplement, dans cette formule, au cours numéro 6, on n'avait pas ici le terme n x bar y bar. Hein, on avait bien les écarts types au dénominateur, on avait bien une somme de produits au numérateur, mais on n'avait pas ce terme n x bar y bar. Alors l'explication, elle est très simple, c'est que le coefficient de corrélation linéaire qu'on construisait pour le test de normalité, dans le cours numéro 6 ou le TD numéro 6, qu'est-ce qu'on avait injecté à la place des abscisses xi? Eh bien, c'était justement les résidus d'ANOVA. Et les résidus d'ANOVA, leur moyenne, elle est toujours nulle. Hein, donc dans ce cas très particulier, lorsqu'on était en train de calculer le coefficient de corrélation linéaire nécessaire pour le test de Shapiro-Francia, au niveau de x bar, là, ici, on avait la moyenne des résidus, c'est-à-dire que ça faisait 0, et ça explique pourquoi il y avait tout ce second terme au numérateur qui disparaissait. Mais autrement, il s'agit bien effectivement de la même formule. Alors bien sûr, je vous encourage très vivement à pratiquer cette formule sur l'exemple du taux de cholestérol en fonction de l'âge, et vous avez tout qui est corrigé dans votre polycope. Par exemple, donc les moyennes des x et moyenne des y qui sont corrigées ici. La somme des produits x, y, i, vous allez pouvoir contrôler la valeur à ce niveau-là. Et donc à la fin, vous devez trouver un coefficient de corrélation linéaire égal à 0,686. Donc contrôlez si ça marche bien. Donc là, vous avez un coefficient de corrélation linéaire positif. Donc l'alignement se fait autour d'une droite montante, ça coïncide bien avec ce qu'on avait constaté sur le dessin lorsqu'on avait représenté le nuage de points par Minitab tout à l'heure. Et pareil, entraînez-vous à faire fonctionner cette même formule de coefficient de corrélation linéaire aussi sur l'exemple des rats. Et là aussi, tout est corrigé dans votre polycope. Là, vous avez les moyennes. X bar, Y bar, bon, les écarts types, là, il travaillait avec les écarts types naturels, les écarts types empiriques, mais si vous préférez travailler avec les écarts types corrigés de Minitab, vous savez comment faire, et vous allez obtenir un coefficient de corrélation linéaire égal à moins 0,944, un coefficient de corrélation linéaire négatif, c'est-à-dire que vous avez un alignement le long d'une droite descendante. Effectivement, c'est bien ce qu'on avait senti sur le dessin tout à l'heure quand on avait fait la représentation graphique. Pour les notions de moyenne, variance, on se souvient qu'elles existent chacune en 2 versions. Mettons pour la notion de moyenne, on sait qu'on a d'une part la moyenne de l'échantillon, moyenne observée, moyenne expérimentale, et d'autre part, on a la moyenne théorique ou moyenne de la population totale. Chacune de ces 2 versions présente ses avantages et ses inconvénients. La moyenne d'échantillons, l'avantage, c'est qu'on a accès à une valeur numérique qu'on arrive facilement à calculer. Par contre, l'inconvénient, c'est que cette moyenne d'échantillons, elle ne reflète pas l'ensemble de la réalité, hein, elle ne reflète qu'une portion très réduite de la réalité. Alors, au contraire, la moyenne théorique, la moyenne de la population totale, alors elle reflète l'ensemble de toute la réalité, mais bien souvent, on n'a pas accès à sa valeur numérique. Pareil pour la notion de variance. Eh bien, la notion de coefficient de corrélation linéaire, elle aussi, elle va se décliner en 2 versions. Ce qu'on vient de calculer, c'est le coefficient de corrélation linéaire de l'échantillon. Eh bien, en parallèle, il existe aussi une notion de coefficient de corrélation linéaire définie à l'échelle de la population totale, et on va le noter ρ de xy. Alors, il est défini par cette formule.
Alors par exemple, pour l'étude du taux de cholestérol en fonction de l'âge, E de X, qu'est-ce que c'est? L'espérance du caractère, l'espérance du facteur X, eh bien c'est l'âge moyen à l'échelle de la population totale. L'espérance de Y, c'est le taux de cholestérol moyen à l'échelle de la population totale. Et puis il faudrait regarder les produits âge fois, taux de cholestérol, hein, les évaluer sur tous les individus de la population et puis faire une moyenne à l'échelle de la population totale et ça nous donnerait l'espérance de XY. Et comme ça, on arriverait théoriquement à obtenir ce coefficient de corrélation linéaire ρ de XY, mais bien sûr, dans la pratique, on n'a jamais accès à une valeur numérique. On se souvient qu'au chapitre ANOVA, on avait deux influences qui s'exerçaient sur le caractère Y. D'une part, on avait l'influence factorielle, c'est-à-dire l'influence du facteur X, et d'autre part, l'influence résiduelle, c'était l'influence de tous les facteurs autres que X. Donc la partie factorielle, c'était des influences qui se présentaient comme des fonctions de X. Simplement, au chapitre ANOVA, on ne jouait pas tellement sur le mot fonction, on n'allait pas y regarder de plus près de quelle fonction il s'agissait, est-ce qu'on pouvait reconnaître des fonctions classiques en mathématiques, on rentrait pas dans ces détails au chapitre ANOVA. Tandis que ici, dans le chapitre 4, la nouveauté, eh bien, c'est qu'on va vraiment regarder de près ces fonctions pour essayer d'identifier les fonctions usuelles et on recherche particulièrement les fonctions linéaires, les fonctions affines linéaires, des fonctions de la forme a plus bx. Donc à partir de maintenant, au lieu de découper les influences s'exerçant sur y, au lieu de les découper en deux catégories, on va les découper en trois catégories. Alors regardez bien le découpage qu'on a ici, hein, regardez les conventions qu'on adopte pour ce découpage parce qu'on va le retrouver dans tous les cours jusqu'à la fin du semestre, hein. Donc la première partie du découpage, ça va représenter les influences qui se présentent, les influences s'exerçant sur Y, les influences qui se présentent comme une fonction linéaire en X. La deuxième partie du découpage, ça représentera les influences qui s'expriment comme des fonctions de x, mais des fonctions autres que les fonctions linéaires, hein. Donc dans cette deuxième catégorie, vous aurez des fonctions du style, par exemple, x², log de x, ces fonctions de x, mais pas linéaires. Et dans le point numéro 3, donc on aura tout ce qui est pas du tout fonction de x, c'est-à-dire fonction des, des facteurs autres que x, hein. Donc si vous voulez, le point numéro 3, ça correspond à l'influence résiduelle du chapitre ANOVA, et les points 1 et 2 réunis, ça vous donne l'influence factorielle du chapitre ANOVA. Et bien sûr, on aimerait pouvoir évaluer l'importance relative de chacune de ces trois catégories. On va chercher tout au long de ce chapitre 4 à trouver des pourcentages qui permettent de mesurer chacune de ces trois influences. Alors aujourd'hui, déjà, on va avoir un pourcentage pour le point numéro 1. Hein, c'est-à-dire l'influence des fonctions linéaires en x, et le pourcentage permettant de mesurer cette première catégorie, il sera donné par le coefficient de détermination qui s'obtient à partir du coefficient de corrélation linéaire en l'élevant au carré. Donc le coefficient de corrélation linéaire, je vous rappelle, c'est un nombre compris entre -1 et 1. Donc si vous élevez au carré, vous voyez que le coefficient de détermination, c'est un nombre compris entre 0 et 1. Donc on peut l'interpréter comme une proportion, comme une probabilité, comme un pourcentage, hein. Voilà, donc déjà, on va regarder sur l'exemple du taux de cholestérol et l'exemple des rats, qu'est-ce que ça nous donne concrètement comme pourcentage permettant d'évaluer cette première partie de notre découpage. Vous allez trouver un coefficient de détermination égal à 0,471. Donc c'est-à-dire que parmi toutes les influences s'exerçant sur Y, vous avez 47% de linéaire en X
Et le reste, 53 bah, ça regroupe deux influences de nature très différentes. Donc il y a d'une part, l'influence des facteurs autres que X et il y a aussi une part qui est fonction de X, mais il s'agit des fonctions non linéaires en X. Voilà, donc les 53 ça regroupe des fonctions du genre x² log de X et les influences des facteurs autres que X. Dans l'exemple des rats, là, vous trouvez un coefficient de détermination égal à 0,89, 0,891. Donc en gros, c'est du 89. Donc là, dans l'exemple des rats, vous avez 89 de linéaire en X et il vous reste juste 11 pour mesurer les points 2 et 3. Hein, donc dans les 11 restants, vous avez deux catégories de nature très différentes. Donc les fonctions de x, mais pas linéaires, et les fonctions, pas du tout fonctions de x, les fonctions des facteurs autres que x. Alors bien sûr, après, on aimerait pouvoir départager les points 2 et 3, et puis avoir un pourcentage séparément pour le point 2 et un pourcentage séparément pour le point 3. Bon, aujourd'hui, on ne peut pas encore le faire, on verra ça plus tard au cours du chapitre 4. Les deux notions qu'on vient de voir, le coefficient de corrélation linéaire et le coefficient de détermination, ce sont deux notions qui sont bien définies dans tous les cas, aussi bien en plan expérimental 1 qu'en plan expérimental 2, donc on n'avait vraiment pas besoin de se préoccuper de savoir dans lequel des deux cas de figure on se trouvait. Par contre, le test d'indépendance qu'on va voir, il est valable uniquement en plan expérimental 1. Donc on pourra l'appliquer sur l'exemple du taux de cholestérol, mais on ne pourra pas l'appliquer dans l'exemple des rats. Alors un peu plus tard dans le semestre, on verra un autre test d'indépendance spécifiquement pour le plan expérimental 2, donc là on pourra traiter l'exemple des rats. Alors ce test d'indépendance en plan expérimental 1, pour fonctionner, il présuppose que les caractères x et y suivent une loi normale en dimension 2. Bon, ça dépasse, c'est une notion qui dépasse le programme de L3, bon, je vous le signalais juste pour information. Alors l'hypothèse H0 de ce test d'indépendance, elle s'exprime justement à l'aide du coefficient de corrélation linéaire théorique qu'on avait défini tout à l'heure à l'échelle de la population totale. Bon, c'est un petit peu abstrait. Il y a une formulation équivalente qui est plus explicite. Si on arrive à valider l'hypothèse H0, ça voudra dire qu'il n'y a pas de dépendance linéaire entre x et y. Et si on rejette H0, ça voudra dire qu'il y a une dépendance linéaire entre x et y. On avait vu tout à l'heure sur les petits schémas avec les nuages de points que la situation où il y a absence de dépendance linéaire, donc la situation compatible avec l'hypothèse H0 pour notre test d'indépendance, c'est cette situation-là, avec des coefficients de corrélation linéaire voisins de 0. Par contre, si vous avez des coefficients de corrélation linéaire proches de -1 ou de +1, là, c'est une situation où vous avez dépendance linéaire entre x et y, donc ça sera incompatible avec l'hypothèse H0, hein. Alors la statistique de ce test, c'est une variable aléatoire grand T qui peut prendre n'importe quelle valeur réelle, donc l'ensemble de toutes les valeurs possibles, c'est l'intervalle de moins l'infini à plus l'infini. Et puis on va expliquer pourquoi les valeurs voisines de 0 correspondent aux bonnes valeurs, aux valeurs compatibles avec l'hypothèse A0, c'est-à-dire ça correspond aux situations où on n'a pas de dépendance linéaire entre x et y. Alors pour ça, il faut regarder d'un peu plus près la formule qui vous permettra tout à l'heure de calculer les valeurs observées pour la statistique du test d'indépendance. Et vous voyez que lorsque t est petit, proche de 0, ça correspond à des coefficients de corrélation linéaire, eux aussi proches de 0. Voilà, et justement avec les schémas qu'on avait présentés tout à l'heure, hein, le coefficient de corrélation linéaire proche de 0, c'est justement la situation où on n'a pas de dépendance linéaire entre x et y. On comprend pourquoi les valeurs proches de 0 coïncident avec la zone d'acceptation. Regardez au dénominateur si vous avez le coefficient de corrélation linéaire qui s'approche de
de plus 1 ou de moins 1, donc vous avez le dénominateur ici qui tend vers 0. Donc du coup, t il va tendre vers l'infini, plus l'infini ou moins l'infini selon le signe du coefficient de corrélation linéaire. Hein, mais donc on voit que ces valeurs très grandes de t du côté de l'infini, ça correspond à des coefficients de corrélation linéaire proches de 1 ou de moins 1, c'est-à-dire la situation où on a une dépendance linéaire. Voilà, et là on comprend pourquoi les valeurs de t ici du côté de plus l'infini, moins l'infini, elles sont incompatibles avec l'hypothèse H0. Hein. Là on sera amené à rejeter H0, parce que quand on rejette H0, ça veut dire qu'il y a une dépendance linéaire entre x et y. Hein. Voilà, donc c'est tout à fait cohérent avec les schémas qu'on avait ici. Hein. Voilà, ici, là, quand vous avez une dépendance linéaire, eh bien, ça vous donne un dénominateur proche de 0, donc des t qui partent du côté de plus l'infini, moins l'infini. Voilà, donc ça explique le schéma de discussion pour la statistique grand T. Et puis, au niveau de l'hypothèse H0, on va pouvoir comprendre pourquoi le titre de ce test, un test d'indépendance, c'est un petit peu ambigu. Parce que quand on valide l'hypothèse H0, ça veut dire qu'il n'y a pas de dépendance linéaire, mais il pourrait très bien y avoir un autre type de dépendance. Hein. Voilà, imaginez que vous ayez un nuage de points où les points sont situés sur un cercle. Voilà, donc un nuage de points comme ça, hein, on ne voit pas se profiler la direction d'une droite, donc on a envie de dire qu'il n'y a pas de dépendance linéaire entre x et y. Hein. Un nuage de points avec une forme de ce genre, ça rentre tout à fait dans la catégorie qui était là. Hein. Donc on a un coefficient de corrélation linéaire proche de 0, et ça nous donne des valeurs de t proches de 0. On est en zone d'acceptation, c'est-à-dire il n'y a pas de dépendance linéaire entre x et y, tout est bien cohérent. Mais il ne faudrait pas aller trop vite et en déduire qu'on a indépendance. Hein, d'accord, il n'y a pas de dépendance linéaire, mais vous voyez qu'il y a une dépendance circulaire. Vous ne pouvez pas écrire une relation du style y égale a plus bx entre les deux caractères x et y, vous ne pouvez pas écrire l'équation d'une droite, mais vous pourriez écrire l'équation d'un cercle. D'accord? Donc le titre de ce test est vraiment un petit peu dangereux, hein, et prête à confusion. Si vous acceptez l'hypothèse H0, ça veut juste dire qu'il y a absence de dépendance linéaire, mais ça n'interdit pas qu'il y ait un autre genre de dépendance, comme sur ce nuage de points circulaire. Voilà, donc il faut être vraiment très très soigneux avec la formulation de vos conclusions dans ce test. Hein. Donc si vous êtes en zone d'acceptation, vous direz qu'il n'y a pas de dépendance linéaire, mais ça n'exclut pas une autre dépendance. Pensez à la dépendance circulaire qu'on avait sur le petit dessin précédent. Et si vous êtes en zone de rejet, quand vous rejetez H0, ça veut dire qu'il y a une dépendance linéaire entre x et y. Hein. Voilà, il faut bien méditer l'hypothèse H0 de ce test. Hein, c'est pas un test d'indépendance. Le titre test d'indépendance, c'est juste pour aller vite. Hein. Si on voulait être parfaitement rigoureux, comme titre, on devrait prendre, on devrait dire test d'absence de dépendance linéaire. Bon. Voilà, alors pour terminer notre schéma de discussion, il faut encore qu'on identifie la valeur critique. Alors pour ça, on a des renseignements sur la loi de T. On sait qu'elle suit une loi de Student. Hein, c'est une loi que vous avez, je pense, déjà rencontrée en deuxième année. Donc c'est une loi qui dépend d'un paramètre, comme la loi du qui2, et ce paramètre, ça va être n-2. Alors ici, pour l'exemple du taux de cholestérol, on avait un échantillon de taille 11, donc là, le degré de liberté va être égal à 9. Vous avez à la fin de votre polycope une table de student. Sur la première ligne, vous placez votre seuil. Alors classiquement, on va raisonner avec un seuil 5%, hein, mais il faut que vous sachiez raisonner avec n'importe quel seuil. Hein. Et le degré de liberté, on a dit c'est 9. Donc on va se retrouver avec une valeur critique
égale à 2,2622. Voilà donc le schéma de discussion. Ici on a du 2,26. Bon, il faudrait noter toutes les décimales. 2,2622. Bon, c'est très mal écrit, comme toujours quand j'utilise le curseur. Et de l'autre côté, donc là vous aurez moins 2,2622. Voilà, donc là vous connaissez maintenant parfaitement, vous avez parfaitement délimité votre zone d'acceptation et votre zone de rejet. Et donc maintenant il n'y a plus qu'à calculer la valeur observée pour voir dans quelle zone elle va tomber. Dans le premier exemple, le taux de cholestérol en fonction de l'âge. Donc on avait calculé le coefficient de corrélation linéaire, il faudrait l'injecter dans cette formule au numérateur, au dénominateur. Et puis sous la racine n-2, vous avez donc racine de 9. Alors tout est corrigé dans votre polycope. Voilà, donc vous trouvez une valeur observée de 2,83, 2,832. Quand vous reportez cette valeur observée sur le schéma de discussion, vous vous rendez compte que vous tombez en zone de rejet. Voilà, donc ça signifie que dans l'exemple du taux de cholestérol en fonction de l'âge, il y a effectivement une dépendance linéaire entre le taux de cholestérol et l'âge. Dans le plan de cours, vous avez aussi une formule de p-valeur pour le test d'indépendance et je vous laisse la démonstration en exercice. Donc inspirez-vous de la démonstration qui avait été faite au premier chapitre quand on avait construit une formule de p-valeur pour la loi normale. J'avais rédigé la démonstration, il me semble, dans l'une des premières vidéos. Donc c'est les mêmes arguments, simplement à la place d'une loi normale, vous avez une loi de Student. Quand on dispose d'un nuage de points pas trop éparpillé, approximativement aligné, comme les deux nuages de points dessinés en bleu à l'écran, comment fait-on pour ajuster sur ce nuage de points une droite, comme par exemple les droites en rouge que j'avais dessinées sur ces schémas? Sur le premier schéma, par exemple, j'aurais pu choisir une droite légèrement différente, comme la droite en orange. Qu'est-ce que ça change? Comment est-ce qu'on doit s'y prendre pour sélectionner la meilleure droite possible associée à un nuage de points donné? Dans un premier temps, on se restreint à un seul point, représenté en bleu sur ce schéma. On a aussi tracé une droite en rouge avec des coefficients A et B inconnus, on ne sait pas comment les choisir. Et justement, en jouant sur les valeurs de A et B, on peut obtenir diverses droites. Il faut voir laquelle est la mieux adaptée. Alors si vraiment le caractère y était entièrement donné par une fonction affine linéaire de la forme a plus bx, alors quand le facteur x prend sur l'individu numéro i la valeur xi, alors le caractère y devrait prendre la valeur a plus bxi, l'ordonnée du point en rouge ici sur cette droite. Alors que dans la réalité, sur cet individu numéro i, la valeur qu'on a observée pour le caractère y, c'est yi, l'ordonnée du point en bleu. Donc en bleu, ça représente la réalité, et puis en rouge, donc c'est la théorie, l'illusion, si on imagine que le caractère y puisse être entièrement représenté par une fonction de la forme a plus bx. Donc on voit qu'il y a un écart entre la réalité et l'illusion. Cet écart, c'est la hauteur du segment en vert, c'est la différence entre les deux ordonnées. C'est un terme d'erreur, c'est l'erreur qu'on commet en imaginant que le caractère y puisse être exactement représenté par cette fonction affine linéaire a plus bx. Voilà, donc là on a estimé l'erreur juste pour un individu, et puis maintenant il faut répéter la manip pour les autres individus, les autres points du nuage de points, et il faut cumuler toutes ces erreurs. Ça va prendre la forme de cette somme sigma ici. En fait, ça se passe mieux si on considère les erreurs au carré. Voilà, donc dans cette formule, vous avez des nombres x, y et x sont parfaitement connus, et il y a deux inconnus, a et b. Donc vous vous retrouvez avec une fonction de deux variables a et b.
Et comme ce terme représente l'erreur globale à l'échelle du nuage de points en entier, il faudrait rendre cette erreur minimale. Alors pour une fonction d'une variable, vous savez comment rechercher le minimum, il faut regarder où la dérivée s'annule. Et puis des fonctions de deux variables, je ne sais pas si vous avez un cours sur les fonctions de plusieurs variables en première année, mais quand on recherche leur minimum, on procède un petit peu de la même façon, il faut regarder les dérivées partielles. Donc on aurait une dérivée par rapport à la variable a, une dérivée par rapport à la variable b, et rechercher où ces dérivées s'annulent. Donc je ne sais pas si vous avez eu en première année un cours sur les recherches de maximum et de minimum pour les fonctions de plusieurs variables. On n'a pas le temps ici de faire tous ces calculs, mais si on pouvait développer cette expression, là, avoir comme une fonction de a et b dérivée par rapport à a, dérivée par rapport à b, on arriverait à trouver que pour obtenir la valeur minimale, il faut prendre les coefficients a et b pas n'importe comment. Pour b, il faut lui donner la valeur b chapeau donnée ici, cette expression avec le coefficient de corrélation linéaire et les deux écarts types. Et l'autre coefficient a, il faut lui donner la valeur présentée là, a chapeau, donc qui s'exprime à l'aide des moyennes x bar, y bar. Et la droite obtenue, en remplaçant les coefficients a et b par les valeurs particulières qu'on vient d'obtenir, a chapeau et b chapeau calculées à partir de notre échantillon, et bien cette droite, ça s'appelle la droite de régression, et c'est donc elle qui rend minimale la somme des écarts verticaux. Alors pour l'exemple du taux de cholestérol, tout est corrigé dans votre polycope. Donc je vous laisse contrôler si pour le coefficient B, vous trouvez bien la valeur donnée ici. Le coefficient A chapeau, est-ce que vous avez bien la valeur annoncée là? Et l'équation de votre droite de régression, vous l'avez en bas de l'écran. Et pour l'exemple des rats, ça se passe pareil. Contrôlez le calcul du coefficient B chapeau. Vous devez trouver cette valeur négative. Et le calcul du coefficient A chapeau, là aussi toutes les valeurs vous sont données pour que vous puissiez vous corriger. Et pour finir, l'équation de la droite de régression est donnée ici en bas de page. La notion de droite de régression est bien définie dans toutes les situations, aussi bien en plan expérimental 1 qu'en plan expérimental 2, donc on n'aura pas besoin de faire attention à cette distinction. Ici, je voudrais faire quelques commentaires sur les formules donnant A chapeau et B chapeau, de façon à éviter un certain nombre d'erreurs qu'on voit assez fréquemment, et aussi pour vous aider à retrouver cette formule si vous avez un trou de mémoire. Donc par exemple, ici là dans le coin en bas à gauche, j'ai mis les coordonnées d'un point qui s'appelle le point moyen. Alors comme son nom l'indique, on lui donne comme coordonnées la moyenne des x et la moyenne des y. Donc il s'agit des moyennes mesurées sur l'échantillon, mais ce point-là n'est pas forcément dans le nuage de points. Il n'y a aucune raison pour qu'un individu présente comme valeur de x et comme valeur de y exactement la moyenne de l'échantillon. Donc c'est un point en plus des autres points présents dans le nuage de points. Et la chose à retenir, c'est que ce point moyen, il est toujours situé sur la droite de régression. C'est-à-dire que ces coordonnées, elles vérifient l'équation de la droite de régression. Donc vous aurez y bar égale à a chapeau plus b chapeau x bar. Et si vous faites passer le terme b chapeau x bar à gauche, ça vous permet de retrouver la formule donnant a chapeau. Alors maintenant, concernant la formule b chapeau, ici, dans le quotient, faites bien attention de mettre toujours les écarts types et pas les variances. Ça, c'est une erreur qu'on voit assez souvent. Donc là, dans le quotient, j'ai pris 2 écarts types corrigés, ce que vous donne Minitab. Si maintenant vous voulez travailler avec les écarts types naturels, les écarts types empiriques, bien c'est tout à fait possible. Vous pouvez prendre les écarts types non corrigés, l'écart type de y et l'écart type de x. Alors bien sûr, les écarts types pris chacun individuellement ne sont pas les mêmes en version corrigée et en version non corrigée. Mais le quotient, lui, vous donnera le même résultat en version corrigée et en version non corrigée. Simplement, ce qu'il faut, c'est être cohérent, faire un choix, ou bien vous prenez les 2 écarts types en version corrigée, ou bien les 2 écarts types en version non corrigée. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est faire des mélanges.
Hein, si vous avez un écart type corrigé avec un autre écart type non corrigé, là c'est faux. Voilà, mais en tout cas là, tant que vous restez homogène, que vous travaillez rien qu'avec des versions corrigées ou bien rien qu'avec des versions non corrigées, le quotient, lui, il n'est pas modifié. Alors, il y a aussi quelques commentaires à faire, une petite astuce pour vous aider à retrouver qu'au numérateur, c'est l'écart type des Y qu'il faut mettre et l'écart type des X doit se retrouver au dénominateur. Alors si vous avez tendance à les permuter, à retourner votre quotient, vous pouvez rectifier votre formule en faisant un raisonnement qui s'appuie sur les unités de mesure qui servent pour évaluer le facteur X et le caractère Y. Donc là, mettons dans l'exemple avec l'âge et le taux de cholestérol. Donc l'âge X, il était mesuré en années. Et Y, le taux de cholestérol, il était mesuré, je ne sais plus bien l'unité, oui, des centigrammes par litre de sang. N'oubliez pas qu'après ce quotient, vous devrez l'injecter ici à la place de B chapeau dans la formule. Hein, donc vous allez avoir votre quotient multiplié par X. Alors justement, comme l'écart type des X est au dénominateur, vous allez avoir ici X mesuré en années. Au dénominateur, un écart type des X lui aussi mesuré en années. Donc au niveau des unités de mesure, il y a une simplification et les années disparaissent dans la formule. Et il vous restera, dans le quotient B chapeau X, il vous restera juste l'unité de mesure de l'écart type des Y qui est donc mesuré en centigrammes par litre de sang. Ah oui, alors le coefficient de corrélation linéaire, lui, il n'a aucune unité de mesure. Voilà, et donc comme ça, votre B chapeau X, hein, vous pouvez contrôler que son unité de mesure, ça sera des centigrammes par litre de sang, et c'est tout à fait normal. Il fait partie de la valeur de Y, qui, elle, doit être mesurée en centigrammes par litre de sang. Donc si vous avez commis l'erreur là de retourner votre quotient, que vous vous retrouvez avec des écarts types de X au numérateur, eh bien, en faisant ce petit raisonnement, B chapeau multiplié par X, hein, vous aurez au numérateur l'unité de mesure en années pour X et aussi pour l'écart type des X. Donc vous vous retrouvez avec des années au carré au numérateur, divisé par des centigrammes par litre de sang au dénominateur. Et tout ça, ça devrait être les mêmes unités de mesure que Y, c'est-à-dire des centigrammes par litre de sang. Là, vous voyez que ça ne marche pas, hein. Donc ce petit raisonnement, basé sur les unités de mesure, ça vous permet de contrôler que dans votre quotient, l'écart type des X, il faut bien le mettre au dénominateur. À partir de maintenant, chaque fois qu'on voudra ajuster une droite sur un nuage de points, eh bien, on prendra toujours la droite de régression avec ses coefficients A chapeau, B chapeau, dont on vient d'apprendre les formules. Alors bien sûr, il y aura toujours un terme d'erreur, un écart vertical ici représenté en vert, entre d'une part la réalité, en bleu, et d'autre part la fonction simplifiée affine en rouge, mais au moins on aura minimisé ce terme d'erreur. Alors maintenant, avec ce choix de droite en rouge, l'ordonnée du point en rouge là, sur la droite de régression sera notée YI chapeau. Elle est donnée par la formule A chapeau plus B chapeau XI, hein, c'est-à-dire c'est l'équation de la droite de régression qu'on a évaluée au niveau de l'abscisse XI pour l'individu numéro I. Dans une situation où on n'aurait pas la possibilité de mesurer la valeur prise par le caractère Y sur cet individu numéro I, eh bien on pourrait prendre comme valeur approchée, comme estimation, on pourrait prendre le nombre YI chapeau, l'ordonnée lue sur la droite de régression. Alors bien sûr, ça ne coïncide pas avec la vraie valeur du caractère Y sur cet individu, hein, bien sûr qu'il y a un écart, un terme d'erreur, et cette erreur, on l'a notée E chapeau, on appelle ça le résidu de la régression pour l'individu correspondant. Et à partir de maintenant, donc il faudra être très précis avec l'usage du mot résidu, hein, faut qu'il n'y ait pas de confusion entre le résidu du chapitre 2, du résidu d'ANOVA, et le résidu de la régression qu'on vient de définir juste à l'instant. Donc ne dites jamais le mot résidu tout court, précisez toujours est-ce qu'il s'agit du résidu de la régression ou du résidu d'ANOVA. Donc ces nombres YI chapeau permettent de représenter le caractère Y quand on n'est pas en capacité d'accéder aux valeurs exactes du caractère Y, hein. Donc elles servent de modèle, mais comme tous les modèles, bien sûr, c'est toujours trop simplifié, donc c'est idéalisé, il y a une part d'illusion,
Et le problème qui va nous intéresser, c'est est-ce qu'on peut valider ce modèle linéaire, c'est-à-dire considérer que l'écart par rapport à la réalité n'est pas trop grave? Et on aura un deuxième problème, c'est que le modèle fourni par ces nombres y, i chapeau ici, eh bien c'est un modèle estimé en ce sens qui dépend, de l'échantillon sur lequel s'est déroulée l'expérience, hein. Les coefficients a chapeau, b chapeau, ils dépendent de l'échantillon. Donc là, on n'est pas trop satisfait parce que ce qu'on avait en vue au départ, c'était un modèle, linéaire de la forme a plus bx, mais avec des coefficients a et b qui ne dépendent pas de l'échantillon. Donc on va voir dans les prochains cours comment contourner ce problème.